qu'est-ce qu'une offre d'emploi et quelles sont les règles en matière des offres d'emploi. Est-ce qu'il y a des règles de rédaction où l'offre d'emploi reste libre à chaque entreprise de l'élaborer ou de la rédiger comme elle souhaite? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que vous avez déjà la réponse. Ben, allons-y pour élaborer un petit peu plus toutes ces pensées-là. Alors, le plan que j'aimerais bien suivre avec vous sur la deuxième thématique, bien sûr, déjà, dans un premier temps, définir qu'est-ce qu'une offre d'emploi, quel peut être son contenu, est-ce qu'il est réglementé, il est conseillé par les spécialistes en matière de ressources humaines, est-ce qu'il y a des obligations à respecter ou pas, et bien sûr, est-ce qu'il y a des sanctions ou pas. On va voir tout ça ensemble. Alors, dans un premier temps, l'offre d'emploi, c'est quoi? Il ne faut pas oublier que l'offre d'emploi fait partie dans le process de recrutement, ce qu'on va appeler un canal. Et on est d'accord que l'offre d'emploi n'est pas le seul et unique canal qu'on va utiliser pour publier notre offre d'emploi ou la faire connaître. Je donne un exemple. On a aujourd'hui, et on favorise dans les entreprises, ce qu'on va appeler la cooptation ou la recommandation. Si un salarié de notre entreprise nous ramène ou nous recommande ou coopte une personne de l'extérieur pour qu'elle puisse, parce qu'elle sait pertinemment qu'elle a les compétences nécessaires, elle a les aptitudes, l'expérience nécessaire, les qualifications nécessaires, bien sûr, là on est passé par un autre canal. Vous voyez, on n'a pas été obligé de passer par systématiquement le canal offre d'emploi. Vous avez d'autres secteurs d'activité qui publient pas des offres d'emploi. Ils vont publier in situ, c'est-à-dire sur le site lui-même. Et ça, c'est entre autres spécifique pour le secteur commercial. Vous voyez, il y a beaucoup sur les vitrines, on voit les annonces « cherchons vendeur » ou « conseiller vente », etc. etc. Et c'est vrai, si on peut avoir des canaux alternatifs, comme par exemple les partenariats avec des écoles, avec des universités, la cooptation, la publication in situ, c'est-à-dire sur site, etc. Et vous avez entièrement raison, vous l'avez dit, ça coûte moins cher. Ça peut être aussi efficace, mais c'est vrai, même dans la démarche de recrutement, on ne va pas perdre de vue le coût-efficacité. Alors, on est encore plus efficient du moment où on réduit les coûts et on arrive au même niveau d'efficacité, vous me l'accordez. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec moi au niveau de l'appellation cooptation. Cooptation veut dire recommandation. D'accord? Et vous avez raison, pourquoi pas un autre canal qui est de passer par des stagiaires. Et après les stages, d'intégrer, parce que les stagiaires vont être considérés un vivier extraordinaire pour l'entreprise et la meilleure manière, c'est de les intégrer automatiquement, c'est-à-dire transformer leur contrat de stage, leur plutôt convention de stage, par un contrat de travail, CDD, CDI, etc., etc. Et vous avez entièrement raison. Voilà, l'offre d'emploi, je le précise, c'est un canal parmi ces canaux-là. D'accord? Et bien sûr, qu'on parle de ce canal ou les autres canaux, on est d'accord, on va être régi par les mêmes règles. Vous allez voir ensemble, mais ça peut être très intéressant de vraiment de l'évoquer. Si le choix, par exemple, d'un futur salarié est laissé à la libre appréciation de l'employeur peut décider de passer par les différents canaux qu'on a cités ensemble. Il peut aussi passer par le canal de l'offre d'emploi. Il peut décider de faire passer l'offre d'emploi par les services de Pôle emploi. J'attire votre attention que ce n'est pas une obligation de passer par Pôle emploi pour l'offre d'emploi, mais ça peut être un canal tout à fait intéressant et c'est vrai que le coût est moins cher et dans un certain nombre de secteurs d'activité, le retour peut être très positif. On peut décider de passer par des cabinets de recrutement, des chasseurs de tête, bref, il y a aussi, c'est selon le poste, selon la rareté des profils aussi, qui peut être intéressant de voir. Et il y a des profils où il est très, très, très difficile de trouver du vivier, c'est-à-dire des personnes n'occupant pas un poste. D'accord? Je vous donne un exemple, et c'est vrai qu'il est très rare, par exemple, de trouver pour l'industrie pharmaceutique un profil tel qu'un médecin
dans des services techniques, c'est-à-dire recherche et développement, des médecins ou des pharmaciens ayant une deuxième qualification, à savoir un Master of Business Administration, c'est-à-dire un MBA. Vous voyez, c'est quand même des profils très rares, et souvent pour ces profils, on ne va pas trouver dans les écoles, on va les trouver plutôt dans les cabinets spécialisés, entre autres les chasseurs de tête. Alors, l'entreprise peut passer aussi par des offres d'emploi en interne, en externe. Elle peut faire passer l'offre d'emploi par les publications traditionnelles, à savoir journaux, magazines, des journaux spécialisés, etc., etc. Ou elle peut aussi les faire paraître sur des sites aujourd'hui, de plus en plus sur le web. On voit des sites plus ou moins spécialisés, très spécialisés. Et bien sûr, l'offre d'emploi dans ce sens-là, elle devient publique. Et du moment où elle est publiée, il faut qu'elle réponde, dans ce cas-là, à des règles spécifiques. Voilà. Et ça, c'est important aussi à savoir. On va voir quelles sont les règles, mais ensemble. Mais dans un premier temps, ce que j'aimerais bien, c'est voir quel est le contenu qui est conseillé. On est d'accord. C'est le contenu qui est conseillé, mais pas du tout obligatoire. D'accord? Il n'y a pas de règle de droit qui rend le contenu obligatoire. Il n'y a qu'une seule. Vous allez voir, on va le dire après. Mais voilà, le contenu, par exemple, on commence par la présentation qui est brève de l'entreprise. On a besoin, d'accord? Et pourquoi une des rubriques qu'on peut trouver dans les offres d'emploi, c'est une présentation brève, je précise brève, de l'entreprise. D'après vous, pourquoi? Pour la simple raison, c'est que pour donner envie, d'accord, aux personnes de venir travailler avec nous. Alors, il faut qu'ils sachent qui sommes-nous. Alors, c'est logique qu'on puisse se présenter, c'est la moindre des choses. On est d'accord, bien. Après cela, le titre du poste, c'est-à-dire la fonction. Et ce titre, c'est-à-dire la fonction, doit être très précis. D'accord? Si on recherche un comptable, c'est un comptable. Si on cherche un ingénieur bâtiment, c'est un ingénieur bâtiment. D'accord? Et ça, il faut que le titre soit clair et qu'il ne puisse pas porter à confusion. Après le titre, on va bien sûr, et vous l'avez très bien dit, c'est le profil. D'accord? Quel est le profil, la qualification, le nombre d'années d'expérience, etc. Si la personne, on souhaite qu'elle ait déjà travaillé ou qu'elle ait une première expérience dans le même secteur d'activité que le nôtre ou pas, et bien évidemment sans oublier la rubrique qui est les missions. Quelles sont les missions sur lesquelles elle sera positionnée ou il sera positionné le candidat. Les informations complémentaires, vous l'avez très bien cité, à savoir le type de contrat, les modalités de rémunération, les conditions de travail, si on va être amené à former le salarié sur nos outils internes, etc., etc. Si on a peut-être on souhaite mettre à sa disposition un véhicule de fonction ou pas, bien, tout ça, on va bien sûr, toutes ces informations, pardon, on va pouvoir les publier dans l'offre d'emploi. Et ça, c'est très important pour qu'on sache, pour que le salarié ou le candidat puisse savoir avec qui il va être amené à travailler, quelles sont les missions et si son profil correspond à l'offre ou pas. Sans oublier de mentionner le contact. Est-ce qu'on décide que le salarié contacte automatiquement nos services RH ou plutôt qu'on va convier tout ça au cabinet de recrutement ou au site aujourd'hui d'Internet qui proposent ces prestations? C'est au service RH de décider selon les compétences et l'ampleur du service RH. Si on a un petit service RH, peut-être on a tendance de plus en plus à sous-traiter aussi au niveau du recrutement. Voilà le contenu qui n'est en aucun cas obligatoire, mais qui est bien évidemment fortement recommandé. Alors, on peut se poser aussi la question suivante. Est-ce qu'une offre d'emploi peut-elle mentionner une limite d'âge du candidat? Bien évidemment, la première réaction, c'est non. Sinon, on est quand même dans la discrimination pure, mais il y a quand même des cas très spécifiques. Imaginons qu'on recrute pour un emploi jeune. Imaginons qu'on recrute pour un emploi senior. Imaginons qu'on peut préciser que le candidat ne peut avoir moins de 16 ans, l'âge légal
pour lequel, même si on ne le mentionne pas aujourd'hui, c'est acquis, mais ces limites-là ne sont pas discriminatoires, on est d'accord. Pourquoi? Parce que ces interdictions ne vont pas concerner les offres qui vont fixer des conditions d'âge, mais qui sont motivées, légales, à savoir les différences de traitement qui vont être fondées sur l'insertion professionnelle, sur les contrats seniors, etc., etc. Là, ce sont des motifs qui sont objectifs et raisonnables, et surtout légaux. Dans ce sens-là, on ne va pas se permettre de dire qu'il y a discrimination dans l'offre d'emploi. Là, je vois que vous commencez à vous interroger sur l'âge. L'âge, si vous voulez, c'est ce qu'on dit toujours, est-ce qu'on a, pour répondre à vos questionnements, est-ce qu'on a l'obligation de mentionner notre âge quand on est candidat? Non. Est-ce qu'on a l'obligation de mentionner notre âge sur le CV, le curriculum vitae? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, quand on a besoin de recruter, vous me l'accordez, on va recruter selon les qualifications. On est d'accord sur qu'est-ce qu'une qualification? C'est les diplômes, les certificats, etc. C'est qui vont prouver qu'on a acquis un certain niveau de compétences métiers, etc., etc. Mais avec un certain nombre d'années d'expérience. Alors, l'âge, dans ce sens-là, il devient vraiment mineur. Parce que, si imaginons que j'ai commencé mon parcours professionnel en tant que comptable et vers 40 ans, je me suis reconvertie pour être assistant juridique. Vous voyez, j'aurai plus de 40 ans, mais ça ne veut rien dire en soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon expérience, mes qualifications vont parler pour moi. Alors, l'âge n'est pas vraiment une priorité, ni à le mentionner sur le CV, d'accord, ni surtout à ne pas le mentionner sur une offre d'emploi, sauf motif légitime, en dehors des motifs que j'ai mentionnés. Sinon, on risque d'être dans la discrimination, et croyez-moi, c'est absolument pas évident. Une deuxième question, est-ce que l'offre d'emploi peut-elle s'adresser à un candidat de sexe, de nationalité ou de religion différente? D'une façon générale, l'offre d'emploi ne peut conditionner l'accès à l'emploi, c'est-à-dire au poste, par rapport et en se basant sur l'appartenance religieuse de la personne, s'il s'agit d'une femme ou d'un homme, ou de sa nationalité, de par sa nationalité, si on est de nationalité française, pas française, etc. D'accord? Bien sûr, il y a des cas quand même spécifiques à respecter. Bien évidemment, imaginons qu'on travaille sur le recrutement pour un tournage de film et qu'on a besoin de figurants femmes. D'accord? On ne va pas dire homme ou femme pour ne pas être dans la discrimination. Et qu'est-ce qu'on fait des hommes? On ne va pas, d'accord, leur mettre des perruques, etc., pour les transformer en femmes. Voilà. Il y a quand même des motifs légitimes qui peuvent, d'accord, mais quoi qu'il en soit, pour la religion et pour la nationalité, il y a pas de souci, on ne peut, et je crois qu'il n'y a pas de motif légitime pour dire je voudrais impérativement embaucher des Canadiens mais pas des Suisses, ou des Anglais mais pas des Belges, etc., ou que des Français. Ça, il n'y a aucun motif légitime qui puisse nous permettre de dire les choses ainsi. On pose une question suivante. Est-ce que l'emploi d'une langue ou de termes étrangers est-il possible? Je vous rappelle que la langue officielle en France, c'est le français. Alors, de ce fait, il est automatiquement obligatoire que les annonces soient faites en français. Les annonces à l'étranger qui sont élaborées par des sociétés françaises, il faut qu'elles soient rédigées en français. Et bien sûr, il y a des cas où il est autorisé à l'entreprise de publier en français en France et avec une autre langue, du moment où la publication, c'est-à-dire imaginons qu'il y ait un journal ou magazine qui publie dans deux langues différentes, le français et une autre langue, espagnol, italien, anglais, etc., etc. D'accord? Et ça, c'est important à le savoir. On va plus loin pour qu'il n'y ait pas confusion sur les termes étrangers utilisés. Du moment où on peut les substituer par des termes français, on a l'obligation de marquer les mots en français. Il y a des fois où le mot, et imaginons en anglais, il n'y a pas sa traduction en français. De ce fait, on peut le garder sur l'offre d'emploi, mais dans ce cas-là, il faut quand même qu'on puisse l'expliquer, d'accord,
dans le cadre de l'offre d'emploi. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier que l'offre d'emploi va constituer les premières étapes contractuelles de l'embauche. C'est-à-dire, quand je publie une offre d'emploi et cette offre d'emploi est floue, vague, pas précise, etc., je peux mettre en place d'une manière non intentionnelle, d'accord, un défaut, c'est-à-dire un vice sur le consentement. D'accord? Si je publie quelque chose de vague et ça laisse interprétation aux candidats, ils viennent et je recrute et qu'ils découvrent que c'est absolument pas les principes sur lesquels ils ont été recrutés, vous pouvez imaginer que le contrat de travail est quand même vicié quelque part. Alors, voyez pourquoi l'offre d'emploi, il faut qu'elle soit construite d'une manière rigoureuse. C'est un outil stratégique dans lequel on va montrer qui sommes-nous et pour bien sûr, essayer d'être attractif, pour essayer de récolter le plus de potentiel, c'est-à-dire de candidatures intéressantes pour le poste qu'on a à pourvoir, etc. Ça, c'est absolument pas à négliger. Et bien sûr, l'emploi d'une langue ou d'un terme qui est autre que français, ça va de soi, ça peut porter à confusion. Alors, il est vraiment légitime qu'on exige que l'offre d'emploi soit rédigée en français et bien expliquée pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et pour finir, l'offre d'emploi doit-elle être datée? Bien évidemment que oui. Ça, c'est une obligation par contre légale parce qu'on n'a pas le droit de laisser paraître une offre d'emploi qui devient obsolète. Si le poste est pourvu, il n'y a pas de raison qu'elle reste à tourner sur les réseaux, sur le web ou dans les journaux ou autres, etc. L'offre d'emploi peut-elle exiger un candidat qui appartient à un signe astrologique précis? Bien sûr que non. Il s'agit là d'une discrimination avérée et en aucun cas on peut se baser pour recruter quelqu'un que sur le fait de son signe astrologique. Vous imaginez après, sinon c'est la porte ouverte à tous les dérives possibles et imaginables. Voilà au niveau de la deuxième thématique. Et bien sûr, on ne va pas déroger à la règle. Je vais vous présenter le QCM. Il s'agit de quelques questions, pareil, vrai ou faux. Je vous laisserai une minute et on revient pour les travailler ensemble. Voilà, je reviens vers vous et on va essayer. Je vois que les réponses commencent à arriver. Alors, pour la première question, une offre d'emploi doit être rédigée en français. Bien sûr que c'est vrai. Et là, vous avez entièrement raison. La deuxième question, l'offre d'emploi est le seul canal dans une procédure de recrutement. C'est faux. On a vu qu'il y avait plusieurs canaux et l'offre d'emploi fait partie de ces canaux, mais ce n'est pas le seul canal. La troisième question, une offre d'emploi peut mentionner l'appartenance syndicale des candidats? Bien sûr que c'est faux. Sinon, on tombe sur la discrimination et ça, c'est fortement interdit. La quatrième question, l'offre d'emploi n'est pas obligatoirement datée. C'est faux aussi. On a vu ensemble que l'offre d'emploi est obligatoirement justement datée. La cinquième, une offre d'emploi ne doit jamais être datée. Bien sûr, c'est faux. Et la sixième question, une offre d'emploi peut contenir des propos discriminatoires. Bien sûr que c'est faux. Et la septième question, l'offre d'emploi doit comporter le titre du poste. Ça, c'est vrai. Et on a dit ensemble, rappelez-vous, que le titre du poste doit être clair, très précis, pour qu'il n'y ait pas de confusion sur le profil qu'on cherche ou le poste qui va être occupé. Pour finir, la huitième question, l'employeur doit privilégier les candidatures externes. Ça, c'est faux aussi, parce que l'employeur doit privilégier, comme je l'ai dit dans la conférence ce soir, les candidatures internes, parce que c'est l'objectif de privilégier les candidatures internes, c'est le fait de promouvoir nos candidats, nos salariés. C'est une sorte de reconnaissance qui est très bien vécue, parce que là, on peut accompagner le recrutement en interne par des formations pour améliorer les niveaux de compétences, et c'est une
une réelle promotion, quitte à recruter en externe sur le poste de l'ancien salarié. Et bien sûr, dans ce sens-là, les salariés en interne seront privilégiés, d'accord, prioritaires, pour qu'ils puissent se positionner sur les postes à pourvoir. Voilà notre conférence et les 2 thématiques qu'on a abordées ensemble prennent fin ce soir. Je vous félicite tous parce que là, je commence à voir les réponses et vous avez raison. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous revois demain sur 2 thématiques, mais cette fois-ci, elles vont être en management. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très, très bientôt. Au revoir.